Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Merci de nous rejoindre encore si nombreux et nombreuses. On est en direct sur la page Facebook du CNRS et surtout en direct du CERN. Ici, vous connaissez sûrement le plus grand accélérateur de particules au monde. Donc voilà, c'est une chance d'être ici au CERN ce soir. Donc moi, je suis Loïc Bomersbach, je suis community manager au CNRS. On aura l'occasion de découvrir le CERN via l'instrument CMS plus particulièrement. On descendra en bas dans la caverne et pour nous guider pendant ce live, on aura la responsable des visites, Ludovine Céard. Bonjour Ludivine. Bonsoir Loïc. Voilà, on est en direct en partenariat avec le Huffington Post. On aura l'occasion de reprendre toutes vos questions. N'hésitez pas à partager vos amis qui voudraient, ou votre famille qui voudrait suivre ce direct depuis le CERN, CMS. On a quand même cette chance de pouvoir dans la caverne expérimentale. Et puis à la fin du direct, on vous fera gagner des exemplaires, un abonnement à Carnet de Sciences, 3 abonnements. Donc Carnet de Sciences, c'est la revue du CNRS, vous pouvez la trouver n'importe où, dans les relais, en librairie. Et en plus, dans ce numéro, vous pourrez retrouver une interview exclusive avec la directrice du CERN. Voilà, sans plus attendre, Ludivine, bonjour, merci de nous accueillir. Voilà. Donc là, on est dans l'expérience, enfin pas loin de la salle de contrôle CMS. Alors, on voit des écrans derrière nous, là. Oui. Alors, absolument. Donc là, on est sur le site de CMS, donc c'est du côté français. On est à côté, en surface, donc près de la salle de contrôle. Et sur les écrans qui sont derrière nous, on peut voir l'activité du LHC qui, pour l'instant, en fait, n'est pas en activité, ce qui est une chance pour nous pour pouvoir alors descendre dans la caverne et voir le détecteur avec vous. Voilà. Super. Merci beaucoup, Lily. Vous êtes physicienne aussi, et du coup, vous connaissez bien ce qui se passe à CMS et toutes les petites anecdotes qui sont déroulées dans cette caverne. On en dira plus un petit peu plus tard. On me dit, Ludivine, de bien tenir votre micro prêt. Voilà. Si vous y a des problèmes de son, d'image, vous dites. Alors, c'est un live un petit peu particulier parce qu'on va descendre sous terre. Qui dit sous terre dit problème de connexion. Donc, on a du Wi-Fi sous terre, mais c'est indulgent. Si ça coupe, on reviendra en salle de contrôle et on va retrouver tout de suite une seconde. Et voilà, on va aller dans cette salle de contrôle. Absolument. Et il faut badger. Non, là, il ne faut pas badger. On a déjà badger, vous allez voir, il y a plein de... On va retrouver une deuxième intervenante. Voilà, Stéphanie Bossereau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes physicienne à l'IPNL à Lyon et vous passez beaucoup de temps ici au CERN et notamment cette collaboration CMS. Vous travaillez plus particulièrement sur quoi? En fait, je fais de la recherche au-delà du modèle standard. Donc le modèle standard, c'est une équation mathématique qui nous permet de comprendre les réactions avec les particules telles qu'on le connaît à l'heure actuelle. Mais en fait, ce modèle standard, il fonctionne très bien. Il a été développé dans les années 60 et on l'a testé de manière très très précise. Mais il a un gros manque. Par exemple, il ne nous dit pas comment les particules interagissent avec la gravité. Or, la gravité, c'est une des premières forces qu'on a découvertes. Donc en fait, on se doute que cette équation n'est pas complète et qu'il manque des termes que l'on pourrait rajouter à cette équation. Et du coup, moi, je recherche particulièrement des petits termes qui vont se traduire par des particules. On peut détecter grâce au détecteur CMS que vous allez voir. Bon, vous l'aurez compris, si vous avez des questions de physique bien fondamentales, n'hésitez pas à les poser à Stéphanie, elle se fera le plaisir de tenter de répondre pendant ce live. On a toute une équipe ici, il y a Lisa derrière la caméra, Léa aussi. Aider à faire ce live. Voilà. Donc vous allez pouvoir nous suivre pendant tout le cheminement parce qu'en bas, il y a une zone où il n'y a pas de Wi-Fi, pas de connexion. Donc il y a via des caméras de surveillance. Voilà, on sera dans l'ascenseur tout à l'heure et on vous fera coucou. Et je crois que dans l'ascenseur, on va pouvoir expliquer quelque chose d'assez sympa, Stéphanie. Tout à fait. Et puis on est au CERN, mais le CERN, c'est quoi? Tout simplement, voilà, comment ça fonctionne. En allant, avant d'aller à l'ascenseur, on va se retrouver juste après. Pendant ce temps-là,
Léa va nous montrer une petite vidéo sur le fonctionnement du CERN. Voilà, Léa Magnéto. Différentes particules fondamentales. En fait, dans cette équation, tout fonctionne bien, comme je vous l'ai dit. Ça a été testé depuis les années 60-70 qu'il est développé. Il y a juste un tout petit problème, c'est que dans cette équation, les particules n'ont pas de masse. Si les particules n'ont pas de masse, du coup, elles voyagent à la vitesse de la lumière. Et du coup, si elles voyagent à la vitesse de la lumière, jamais elles se rencontrent pour former un atome. Et du coup, on n'existe pas. Donc vous voyez bien que cette théorie du modèle standard que l'on a testée et qui nous plaît parce qu'elle permet de décrire beaucoup d'interactions au niveau fondamental, elle avait quand même un gros manque. Ce petit manque a été pallié en rajoutant un terme au bout de l'équation du modèle standard qui a été fait par les théoriciens Higgs, Brodt et Englert. Ce petit terme, pour le valider, il fallait que nous, on trouve le boson de Higgs. Parce qu'on a trouvé le boson de Higgs, maintenant on comprend comment les particules acquièrent leur masse et du coup on comprend un peu mieux les interactions fondamentales de la matière. Je pense qu'on les a retrouvées. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est reparti. On est de retour ici au CERN, on ne nous a pas quittés, il y a eu un petit problème de connexion. Donc là on est en train de s'équiper pour descendre et pour mettre des casques. Pourquoi Ludivine des casques? Il y a des risques d'éboulement? Non, pas du tout. Alors, pour préserver votre tête, c'est principalement parce qu'en fait, on a des tuyaux qui sont assez bas, ok. Mais surtout, en fait, ce qui est important dans les casques visiteurs que vous portez, c'est qu'il y a une petite puce qui permet de compter
le nombre de visiteurs qu'il y a en sous-sol parce qu'on a un nombre maximal autorisé de visiteurs par heure. Et n'oubliez personne, quelqu'un qui aurait visité une plateforme qui n'aurait pas le droit. Il n'y a pas eu de cas de ce genre Pas vraiment. Non, pas vraiment d'anecdote. On a déjà eu un cas assez presque rigolo. On a eu quelqu'un qui a fait tomber son casque dans le matériel. C'est quoi le shaft matériel? C'est par le puits par lequel on descend les matériaux. Donc il fait tomber son casque par là, ce qui arrive vraiment jamais. Et du coup, quand on est remonté, on avait un fantôme dans la caverne. Mais donc le fait d'avoir la puce, ça nous a permis de retrouver tout ce qui s'était passé, etc. Bien sûr. Donc la sécurité, comme dit tout le temps aussi la directrice générale, c'est la priorité numéro 1. C'est pour ça qu'on équipe tous nos visiteurs de casques. Et bien sûr, les travailleurs également. Ok, bon, super. Alors nous, on attend l'ascenseur. Il est un petit peu long, vous verrez. Mais on vous prépare une petite explication pendant cette descente où vous ne pourrez pas avoir du signal. Alors là, on met des casques, il y a des casques rouges. Il y a combien de personnes qui descendent par jour, qui ont l'autorisation de descendre dans la caverne? Alors, les travailleurs, ils ne sont pas pucés, d'accord? Ils ont leur propre casque. Et ça dépend vraiment de la période dans laquelle on est. Donc évidemment, il y a énormément de gens qui descendent en ce moment parce qu'on est en période de maintenance du D'accord, donc là c'est un peu porte ouverte, tous les techniciens ingénieurs peuvent y aller. Exactement, et doivent y aller maintenant et faire tout leur travail de maintenance maintenant. Et c'est pour ça qu'on a la chance aussi, nous, de pouvoir descendre. Alors là, ça va couper, on vous reprend juste après. Je pense qu'on va avoir une petite explication sur quelque chose qu'on a découvert ici. Il n'y a pas de ça si longtemps au CERN. On vous reprend juste après. Les voir ici qui sont dans l'ascenseur, ils en ont à peu près pour 1 minute 30 pour descendre, pour faire à peu près les 90 mètres de descente. La question que généralement on nous pose, c'est pourquoi on se trouve aussi profond dans la région. En fait, la réponse, c'est pas parce que ça nous amuse d'être à peu près 100 mètres sous terre ou 90 mètres. C'est justement très très problématique. C'est juste que le CERN a été créé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, dans une zone dite entre guillemets de paix, de manière à ce que la science puisse prévaloir par rapport à ce qui s'était passé durant les événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc au départ, toutes les recherches qui étaient faites pouvaient être faites en surface et demandaient très peu d'espace. Quand, dans les années 80, on a passé de la recherche nucléaire vers de la recherche de particules fondamentales, telles que l'on le fait maintenant au CERN, en fait, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'accélérateurs de plus en plus grands. Sauf que la Terre dans la région devenait de plus en plus rare. Donc on a trouvé ça plus utile de l'enterrer. Sauf qu'on est un petit peu dans des régions montagneuses. Donc les tremblements de terre, c'est un peu difficile. Donc en fait, on a été obligé de demander à des géologues. Ils nous ont trouvé une couche de molasse, comme on dit, qui est relativement stable à 90 mètres sous terre et relativement étendue de manière à ce qu'on puisse poser notre premier accélérateur en sous-sol. Donc le premier, c'était le LEP, c'était un collisionneur d'électrons-protons qu'on a maintenant recyclé. On a recyclé le même tunnel pour y mettre le LHC, le collisionneur de hadrons. Donc en fait, ils sont sortis là. Ils sont sortis de l'ascenseur. Ouais. Bon, alors on va les voir évoluer ici dans les différents panneaux aux différents stades pour avancer, pour aller vers la caverne de CMS. Donc là, ils passent dans une salle de comptage où on a toute notre électronique. Donc c'est la petite image ici. On a toute notre électronique au plus proche du détecteur de manière à faire des mesures les plus précises possibles et les plus rapides possibles. Ils vont descendre sur la vidéo qui est juste à côté, la petite image à côté. Quelques marches pour pouvoir accéder après vers le détecteur. Si vous voulez reprendre sur la couche de molasse qui nous a permis de... Donc en fait, on a fait un premier accélérateur qui était le LEP et maintenant on est passé au LHC. Donc les gens sont un peu surpris qu'on descende à 90 mètres. C'est encore une fois pas parce qu'on s'amuse à être à 90 mètres, parce que la sécurité est tout à fait un problème. C'est juste de manière extrêmement stable. Il y a une petite chose qui est quand même qu'il faut comprendre sur la précision qu'on a besoin pour le LHC ou la précision des choses que l'on fait. C'est que les gens du LHC sont capables ils doivent contrôler ce que l'on appelle les marées terrestres. Donc les marées en mer, tout le monde connaît et tout le monde voit le phénomène d'eau, etc. qui circule. Il faut savoir que la Terre fait pareil. Elle monte et elle descend, mais de l'ordre de 30 cm sur le sol parisien. Donc c'est beaucoup plus faible et c'est pour ça que les gens n'entendent pas parler.
Mais ici, pour le LHC, c'est très important parce que ce qui est à l'un des bouts des 27 km par rapport à l'autre bout ne va pas subir la même marée. Et du coup, il va falloir compenser. Et le phénomène le plus drôle qu'ils ont montré, parce que tout ça, c'est des compensations faites par des ordinateurs de manière automatique, le phénomène le plus drôle, c'est qu'ils ont montré que ces compensations étaient proportionnelles à la pluie qui tombait en un point du LHC. C'est-à-dire, plus il pleut près de Genève, près du lac, et plus il faut compenser parce que la marée terrestre va être importante par rapport à Gex où là il a beaucoup moins plu. Donc ils ont montré une jolie forme de corrélation. Donc vous voyez la précision qu'il faut qu'on ait parce qu'on va compenser même pour la quantité de pluie qui tombe dans la journée. Je crois qu'ils nous attendent en bas, donc on va reprendre. Continuez. Hein. C'est bizarre qu'ils ne me répondent pas là. Allô? Tu nous vois là? Allô? François? Est-ce que tu as l'image? Tu peux balancer l'image à partir d'ici? Tu me dis go, hein? Tu me dis go. Et alors là, Ludivine, on est dans un endroit un petit peu particulier qui est très important pour tous les instruments, tous les détecteurs, et en particulier, on est où là? Alors ici, on est dans la caverne de service de CMS, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la caverne où le détecteur il est, mais une caverne juste à côté. Et on est en fait dans une salle d'électronique de lecture, une counting room, où en fait on va lire tous les signaux qui proviennent des différents sous-détecteurs de CMS. Et donc on va évidemment les lire, mais on va aussi faire quelque chose de très important, c'est qu'on va commencer à trier les collisions. Parce que des collisions, ils s'en produisent énormément, 40 millions par seconde dans le détecteur. 40 millions par seconde. 40 millions par seconde, Ah ouais. On ne peut pas enregistrer tout ça, et on ne veut pas enregistrer tout ça. Parce que, donc, c'est pas parce que ici on va voir quelque chose qui ressemble à une particule connue qu'on va le jeter. Non, mais par contre, il y a des collisions qui sont pas vraiment exploitables. Okay, c'est comme du bruit pour un appareil électronique. Donc ici, on a un premier filtre qui s'appelle un trigger, qui va garder seulement 100 000 collisions par seconde sur le million qui arrive. Et ça, c'est envoyé à l'étage. À l'étage, il y a un deuxième trigger, un deuxième niveau de filtre. Et on va garder au final que 1000 collisions par seconde qui, elles, vont être envoyées au centre de données qui est à Mérin, tout par fibre optique. Et là, elles vont être copiées sur bande magnétique et stockées pour toujours, dans l'idée de les stocker pour toujours. Pour que les chercheurs après puissent les étudier, exactement. Éventuellement publier des découvertes. Exactement, donc c'est dans les données qu'on va stocker dans le centre de données. On va faire même plus de reconstruction sur eux, mais ça va être dans cette collection que les chercheurs, donc comme Stéphanie, vont regarder pour chercher leurs particules, et etc. D'accord, merci beaucoup Ludivine. On va continuer, à moins qu'il y ait des questions ici sur la partie technique. N'hésitez pas à nous les à partager aussi ce direct. Voilà, on est depuis le CERN, ici, entre la frontière franco-suisse, et on est très content d'être avec vous. Donc voilà, c'est un moment un peu particulier. On a la chance de pouvoir descendre en caverne expérimentale et ça se passe juste maintenant. Donc on va passer par un endroit, je crois qu'il n'y a pas de connexion. Donc vous allez remonter en salle en control room et puis après on vous reprend juste après directement dans la caverne expérimentale. A tout de suite. On a une question d'Hélène Vapp. Est-ce qu'il est prévu de construire de nouveaux accélérateurs ? Donc oui, dans nos projets, donc le LHC est une étape. En fait, on cherche des phénomènes tellement rares qu'on est obligé de pousser de plus en plus loin l'échelle en énergie à laquelle on travaille. Et pour pousser de plus en plus loin à l'échelle en énergie, il nous faut des aimants de plus en plus puissants. Ça, c'est ce qu'on a via le LHC par rapport au LEP. Mais ce qu'on peut gagner aussi, c'est en faisant un diamètre de plus en plus grand. Donc en fait, on travaille en parallèle de nos travaux de recherche ici sur l'acquisition des données en cours. On a aussi des équipes qui travaillent sur l'évolution des recherches, c'est-à-dire le futur des collisionneurs. Donc pour l'instant, ça reste des projets, mais c'est des projets qui vont être en place pour 20, 30, 40 ans. Maintenant, c'est l'ordre d'échelle des différents projets, donc il faut déjà qu'on commence à les préparer. Donc le projet suivant, il y en a plusieurs qui sont en place, mais on parlerait d'un tunnel en sous-sol de l'ordre de 80 km de diamètre. Donc, et cette fois, le LHC qui est en cours servirait comme simplement un anneau d'accélération supplémentaire
Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la petite vidéo, vous voyez plusieurs anneaux qui ont été utilisés avant d'injecter dans le LHC vers les collisions que l'on produit ici. En fait, à chaque fois, chaque anneau était déjà un accélérateur en lui-même jusqu'à ce qu'il soit reconverti comme étant juste déjà un collisionneur en lui-même, jusqu'à ce qu'il soit reconverti en étant purement un accélérateur. C'est ce qui se produira au LHC d'ici une dizaine d'années. Toi, je te dirai quand tu viens hors champ, hein, si besoin. Tiens. Ok, merci. Allô, François? Mais ils sont repartis en bas, non, parce que comme Ils j'entends pas le son. Alors, voilà, en fait, on les voit ici. Ouais. Donc, on va les reprendre. Loïc, tu vas être en direct. Attention. François, on est en direct? Super. Allez, c'est reparti, on est dans cette caverne expérimentale, une vraie cathédrale sous terre, où il se passe quand même pas mal de choses au niveau physique à CMS. Et on a la chance d'être avec Jérémy Andrea. Donc Jérémy Andrea, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNEAS à Strasbourg, à l'IPHC, voilà. Et vous travaillez en particulier sur ce qui se passe à CMS. Alors, en quoi consiste ce travail? Alors, comme beaucoup de chercheurs, on a plusieurs facettes dans notre travail. L'une de ces facettes, d'analyser les données que prend le détecteur pour en faire de la... Pardon, j'essaie de parler un peu plus fort. Bien sûr. Pour en faire de la physique, en faire des mesures. Mais une partie du travail est également s'assurer que les données sont collectées correctement, c'est-à-dire s'assurer du bon fonctionnement du détecteur, que les données sont enregistrées correctement et qu'elles sont aussi de bonne qualité. C'est-à-dire qu'elles sont exploitables vraiment pour les analyses de physique. Le détecteur est tellement compliqué que c'est un vrai challenge de faire en sorte que tout marche correctement. Donc l'une de mes activités, c'est de vérifier qu'en particulier, les données issues du trajectographe sont d'une qualité suffisante pour être utilisées pour les données, pour les analyses. Pardon. On va voir une vidéo comment fonctionne ce détecteur, mais là, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Alors, en fait, ce qu'on voit ici, le détecteur est ouvert. Donc, en fait, il faut voir qu'il a une... Ça, c'est rare qu'il soit ouvert. Alors, c'est extrêmement rare. Ça arrive quelques fois dans l'année, en général pendant l'arrêt d'hiver. Je vous avais dit qu'on avait de la chance d'être là. On a encore plus de chance parce que là, il y a une partie du détecteur qui a été extrait pour des raisons de maintenance. Donc, on peut vraiment voir finalement l'intérieur du détecteur. Donc, il a une forme cylindrique. Et là, finalement, sur la gauche, on voit une partie, la tranche du cylindre. Donc, il fait 20 mètres de longueur pour une quinzaine de mètres de hauteur. Oui. Donc, c'est l'équivalent d'un bâtiment de 4 étages à peu près. Et puis, ce tuyau, vous voyez au milieu, c'est là que le faisceau du LHC va passer. Donc, on va avoir deux faisceaux de protons qui vont passer ensuite, qui vont venir se fracasser au centre de ce cylindre. Les particules vont être émises de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, ce cylindre, c'est finalement des cylindres imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes. Et à chaque fois qu'on va traiter la couche, on va avoir un système de détection dédié à la détection d'un type de particulière. Et donc, juste pour terminer, les particules qui sont émises vers l'avant, vous voyez qu'elles vont avoir tendance à s'échapper du cylindre. Donc, on va fermer le détecteur avec ce qu'on appelle un bouchon, qui est la partie ouverte qu'on voit sur la droite. Donc, cette partie-là va venir s'imbriquer à l'intérieur du cylindre. Voilà. Très bien. On nous dit que le son est un peu haché, donc on essaie de trouver l'endroit le mieux pour le son, pour avoir la connexion. Du coup, donc peut-être qu'on peut regarder un peu comment fonctionne en vidéo le détecteur CMS. Léa, c'est à toi. Il y a des questions, François? C'est parfait. Même pas de Perrine? Vas-y, envoie. Alors, est-ce qu'on a des questions là sur le Facebook là? Il y a une question, je crois. On va me la donner. Ah, très bonne question, effectivement.
il y a Pamela Nicole McDonald qui demande quel est le rôle exact du CERN, à quoi ça sert. Voilà. Alors, c'est une question extrêmement longue pour avoir une réponse complète. Parce qu'il n'y a pas que le LHC au CERN, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres expériences de matière, par exemple, énormément de choses différentes. Pour ce qui est vraiment des expériences du LHC, finalement, d'un point de vue général, ce qu'on veut faire, c'est essayer de répondre aux grandes questions de l'univers, essayer de comprendre mieux les lois de la nature. Donc on va essayer, au niveau le plus fondamental possible. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire, avec différentes manières, différents détecteurs, différents accélérateurs, mais c'est le but ultime. Il faut se dire que les développements scientifiques, les découvertes scientifiques d'aujourd'hui, ce seront les progrès technologiques de demain. Ça peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Les équations qui, par exemple, nous permettent d'avoir un téléphone mobile ont été développées il y a plus d'une centaine d'années, des dizaines d'années. Maxwell, par exemple, c'est relativement vieux. Donc, à l'époque de Maxwell, le transfert d'informations, c'est des pigeons voyageurs. Il n'y avait aucune application technologique à cette époque. Si c'était dit, ça sert à rien, je ne le fais pas, à l'heure actuelle, on serait vraiment encore à l'âge de pierre, finalement. L'âge de pierre, voilà. Donc c'est ça la recherche fondamentale. Hein. C'est trouver là où on ne pensait rien trouver. Et du coup, on a une question sur François aussi. Oui. Oui. Ah bah c'est justement une question pour Jérémy, pile dans ses cordes. Donc là, on a montré qu'il y avait des impacts qui se passaient ici. Hein. Ouais. Comment on mesure ces impacts? Est-ce qu'il y a une vitesse limite dans les impacts? Enfin voilà, on pose ces questions un peu sur la mesure. Comment on va mesurer les particules? Alors, il faut voir que le détecteur donc, a cette forme cylindrique qui est vraiment en poupée russe et chaque partie va avoir vraiment une utilité particulière. Donc, sur la partie la plus centrale que l'on peut voir, qui se trouve vraiment autour de ce tube, d'ailleurs, on le voit peut-être, elle a un petit extrait pour une partie, ce qu'on appelle le trajectographe. Cette partie dépasse un petit peu si on regarde au fond derrière. Donc le trajectographe va nous permettre de mesurer la trajectoire des particules. Ça va donner des informations sur, quand on met ces particules dans un champ magnétique, leur charge électrique. Est-ce que c'est des particules, des antiparticules? Quelle est leur vitesse, en quelque sorte? Donc c'est des informations très précieuses. Autour de ça, on va avoir d'autres couches qui vont être des calorimètres. Calorimètre, c'est calories, énergie, mètre, mesure. C'est pour mesurer les énergies. On va avoir différents types de calorimètres pour mesurer différents types de particules. L'énergie de différents types de particules, comme les particules électromagnétiques, telles que le photon, la particule de matière, ou les qui sont responsables des effets électriques que l'on connaît. Autour de ça, on a un calorimètre hadronique qui va mesurer les particules qui sont des hadrons, tels que le proton, qui sont constitués de quarks. Et tout ça baigne, donc c'est l'une des spécificités de CMS, c'est que tout ça baigne dans un champ magnétique de 3,8 Tesla. Donc cette grosse structure qu'on voit un petit peu métallisée, qui est tout autour avec ces traits un peu, la plus extérieure de la partie centrale, c'est le solénoïde de CMS. D'accord. Donc CMS, le S, c'est le champ magnétique de 3,8 Tesla, c'est 100 000 fois le champ magnétique terrestre. C'est assez constant. C'est pour ça que ça pèse lourd. Ça pèse très lourd, ça pèse la taille, 2 fois la taille de la tour Eiffel. Alors 2 fois la taille de la tour Eiffel, quelque chose qui est 100 fois plus petit. Donc de ce point de vue-là, CMS est compact. Aussi en comparaison avec d'autres détecteurs qui sont très gros, on peut mettre par exemple 4 CMS dans Atlas. D'accord. Donc on parle d'un détecteur compact. Donc CMS pour compact muon solénoïde. Le compact vient de là. Alors on a une autre question sur Facebook. Merci Jérémy. Peut-être pour Ludivine, qui connaît bien tous les autres aussi. Il y a d'autres visites dans d'autres instruments. Oui. La différence entre LHCb, Alice, Atlas, CMS, ils mesurent la même chose ou pas du tout? Alors, oui et non. Donc, CMS et Atlas, on dit souvent que c'est des détecteurs de physique généraux. Okay, donc on va en effet faire un peu le même genre de recherche dans CMS et dans Atlas. Pourquoi en avoir deux? C'est parce qu'on a un niveau de complexité qui est tel que si un seul détecteur mesurait une nouvelle particule, comme ça a été le cas pour le Higgs, ce serait difficile de clamer tout de suite une découverte. Alors que si deux détecteurs comme Atlas et CMS, très différents, hein, comme l'a dit Jérémy, avec des technologies différentes, avec des équipes différentes, voient la même particule, là on a les moyens de clamer une découverte. Exactement. Voilà. C'est ce qui s'est passé en 2012 pour le boson de Higgs. LHCb et Alice, ils sont un petit peu plus particuliers. Ils sont aussi capables de faire des recherches similaires à CMS et Atlas. LHCb, lui, il va être spécialisé dans tout ce qui est la physique du B, donc c'est un quark un peu spécial.
Et son intérêt, en fait, c'est qu'on a remarqué que le quark et l'anti-quark, donc son antiparticule, ils se comportaient un petit peu différemment que les autres couples de particules antiparticules. Ça nous permettrait d'expliquer tout plein de différences entre matière et antimatière. Alice, lui, se concentre sur le plasma de quark et gluon, donc c'est cet état primordial qui se serait produit donc quelques secondes après le Big Bang, avant que les quarks et les électrons se mettent ensemble en fait pour faire des atomes. Ils essayent de reproduire donc ce plasma dans Alice et d'étudier comment ils se sont agglomérés ensemble, le processus de confinement en fait. Voilà, donc ils font tous des choses très très intéressantes. On a la chance d'être au CERN, et le CERN, il y a un super site web, vous pouvez retrouver, je crois, toutes les explications différentes en différentes langues sur les instruments. C'est le meilleur moyen d'en savoir plus. Moi, ce que je vous propose maintenant, peut-être si c'est possible, Ludivine, vous êtes notre guide, de monter sur une autre plateforme pour avoir une vue encore Absolument. Est-ce que c'est autorisé ça normalement Alors, pour des visites normales, normalement non, mais du coup, comme vous êtes venu bien en avance, etc., on a tout préparé pour pouvoir vous amener dans cette zone qui est une zone du coup supervisée au niveau de radiation, ce qui veut dire en fait qu'on a pris des mesures supplémentaires, donc le port d'un dosimètre opérationnel supplémentaire, et etc., toujours dans l'esprit de la sécurité en premier. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'on peut, on va monter, ça risque peut-être de couper, donc si vous voulez envoyer une vidéo, ou alors on continue, on passe par là, c'est ça, Ludivine? C'est ça. Suivez-moi. Voilà, n'hésitez pas encore à poser toutes vos questions sur CMS, sur le CERN en général, la physique des particules. On a de super intervenants qui... Donc on les voit, ils sont en train de partir au bout ici et de monter à l'étage. Donc on va en profiter pour prendre une question de Ravière. Donc à quelle fréquence on détecte ici, à quelle fréquence on a des collisions? Donc en fait, quand le LHC nous délivre des collisions, les collisions sont délivrées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et du coup 9 mois sur 12. C'est pour ça que là, on est en 3 mois d'arrêt et que vous avez la chance de pouvoir venir. Mais en fait, on a besoin de la quantité de ces collisions. Donc Ludivine vous a déjà dit que c'était 40 millions de collisions par seconde, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. En 2012, quand on a découvert le boson de Higgs, c'est en faisant 40 millions de collisions par seconde, 7 jours sur 7, 9 mois dans l'année sur 12. Et avec ça, on avait produit 1000 bosons de Higgs. C'est tout. Donc vous voyez bien que c'est pour ça qu'il nous a fallu autant de temps pour les découvrir, parce qu'en fait les accélérateurs qu'on avait avant ne nous permettent pas d'accéder à ces phénomènes extrêmement rares. Et on a besoin d'aller plus rapidement et d'avoir encore plus de collisions pour pouvoir accéder à plus de phénomènes rares. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'intégrer les collisions sur l'année, parce que vous doutez bien que certains processus que l'on recherche, en fait, on n'en a produit que 10 ou 15 à l'heure actuelle. Donc, c'est pas suffisant, quoi. Bon, on va repasser à Loïc. Attention. Repasse à toi. Attention, repasse à toi. Voilà, on est monté ici dans cette plateforme avec une vue. Alors on voit bien le cœur du détecteur ici, qui a un accès vraiment restreint. On a des questions qui reviennent sur la fabrication de trous noirs par le CERN. Alors est-ce que c'est un mythe, une réalité? Est-ce que Jérémy peut-être nous répond? Je me souviens de discussions au démarrage du HC, il y avait une sur ce genre de choses. Il y a aussi certains qui peuvent prédire la potentielle du trou noir. Alors, dans ces choses, on va essayer de voir si on les retrouve, parce qu'on a perdu la connexion en bas. On vous a perdu. Alors, où est-ce qu'ils sont? Donc, ils sont montés sur la plateforme là, c'est ça? C'est ça. Et puis, malheureusement, on ne doit pas avoir de vidéo réellement. Si, on les voit un petit peu là. Voilà, ils ne sont pas très grands. Voilà. Donc, c'est bon, on dirait qu'on les a retrouvés. C'est bon, on les a retrouvés. Attention, c'est à vous. Ouais. Désolé, on a perdu la connexion. On retourne sur nous. Donc, ouais, là, c'est reparti. D'accord, on nous a perdu alors. On m'a perdu à quel moment?
partir d'explication des micro-trous noirs. Alors, donc j'avais expliqué que les trous noirs que l'on connaît sont astronomiques, sont des centaines, des milliers de masses solaires, des objets qu'on voit très, très lointains. Au LHC, si éventuellement, dans des modèles théoriques très particuliers, qui sont absolument pas vérifiés à l'heure actuelle, on produit des micro-trous noirs, alors ils doivent se désintégrer potentiellement instantanément par effet Hawking, ce qui fait qu'il n'y a aucune espèce de dangerosité sur ce genre d'objet. Il y a des gens qui cherchent la production de micro-trous noirs au LHC. Mais ce qui nous fait dire qu'il n'y a vraiment aucun risque, c'est que au LHC, on atteint des énergies qui sont bien moins importantes que ce qu'on trouve dans l'univers. En particulier, on est bombardé en permanence ce qu'on appelle des rayons cosmiques. C'est des choses qui sont 100, 1000 fois plus énergétiques que ce qu'on peut avoir au LHC. Si on pouvait créer des micro-trous noirs qui détruiraient la Terre et l'univers, on les aurait déjà créés. Ils auraient été déjà créés d'eux-mêmes par la nature en arrivant sur la haute atmosphère. Donc, ça nous fait dire qu'il n'y a absolument aucun risque de ce point de vue-là. Bon, voilà, nous voilà rassurés. Toujours des questions sur la sécurité ici au CERN, peut-être pour Ludivine qui est responsable des visites et physicienne ici à CMS. Il y a des protocoles de sécurité particuliers à respecter? Alors, ça dépend de quoi on parle. Donc, s'il y a des protocoles pour absolument. Donc, pour l'accès, il y a 2 scans rétiniens, c'est-à-dire qu'on badge avec un dosimètre personnel, et ensuite, pour être sûr que c'est bien nous qui badgeons, notre lettre, on a un scan rétinien qui permet de vérifier avec une puissance 10 fois plus grande qu'avec la trace de l'empreinte digitale, que c'est bien la personne qui passe le SAS, par exemple. Donc ça, c'est un des protocoles de sécurité. Ensuite, on parlait de la radioactivité. Les visiteurs, lorsqu'ils viennent à CMS, on a déclassifié les endroits par lesquels ils vont passer. Okay, sauf cas spéciaux comme vous, où on prend des mesures supplémentaires pour mesurer la radioactivité en temps réel. Pour revenir sur cette radioactivité, en fait, ça revient à ce que disait Jérémy, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une radioactivité naturelle, faite notamment par les rayons cosmiques, mais par la Terre elle-même, en fait, qui donne de la radioactivité. Voilà, les granites et donc, effectivement, on peut avoir ça serait vraiment réglementé par des lois du PN, et avoir un suivi avec des personnels et etc. Ça, c'est réglementé. Alors, on nous dit que la connexion ici, on va descendre. Absolument. Et puis, alors, est-ce que je vous donne un quiz quand même? On va vous faire gagner 3 abonnements à Carnet de Sciences, la revue du CNRS, avec une interview spéciale de la directrice du CERN. Voilà, il y a 3 questions. Ça devrait, voilà, si vous avez suivi les explications, ça devrait aller. Moi, je vous propose qu'on du coup, Donc on a des petits soucis de connexion avec Loïc, il faut qu'il descende de la plateforme, et puis on va prendre pendant ce temps une question ici. C'est une question de Angélique, je crois. Est-ce que le CERN permet de mieux comprendre les neutrinos? Alors, les neutrinos sont des particules vraiment particulières, parce que quand moi j'ai fait mes études, en fait, elles n'avaient pas de masse. Maintenant, on sait qu'elles ont une masse, donc on en apprend tous les jours. Et pourquoi est-ce qu'elles sont particulières? C'est parce qu'en fait, elles interagissent très très peu avec la matière. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait, les neutrinos sont capables de circuler à l'intérieur de la Terre sans venir interagir du tout avec l'intégralité de la masse terrestre. Donc en fait, on va avoir du mal à les détecter, même si notre détecteur est gros comme vous avez pu le voir, il n'est pas suffisamment dense pour pouvoir les détecter. Donc en fait, les neutrinos sont des particules qu'on détecte de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer directement leur énergie, mais on va utiliser le principe où rien ne se crée, mais tout se transforme, c'est-à-dire qu'avant la collision, les collisions vont venir se faire de manière frontale, si bien que dans le plan transverse avant la collision, nous n'avons pas d'énergie. Donc le plan transverse, c'est le plan perpendiculaire à la collision. Comme nous n'avons pas d'énergie au départ, après la collision, on ne doit pas avoir d'énergie non plus. La somme de tout ce qu'on va lire et tout ce qu'on va mesurer dans le plan transverse de notre détecteur doit faire 0. Si ça ne fait pas 0, alors on attribue le manque
à la présence d'un neutrino que l'on n'a pas pu détecter. Donc en fait, le neutrino chez nous s'appelle l'énergie transverse manquante, parce que c'est de l'énergie qui est dans le plan transverse et qui manque, et du coup on l'associe à cette particule-là. Mais en fait, on ne va pas réussir à pouvoir développer plus les informations qu'on a là par des mesures directes, en fait, vu que déjà nous, on n'est pas capable de les mesurer de manière directe. Au CERN, il y a d'autres expériences. Il y a eu notamment l'expérience Opera qui a envoyé un faisceau vers le Grand Sasso, où là, il y avait un détecteur qui était dédié pour voir les oscillations de neutrinos. Sur CMS, ce n'est pas réellement le but de notre expérience. On a eu aussi une autre question qui revenait sur ce qui a été dit en bas. Comment est-ce que est gérée l'énergie qui est dégagée par les collisions? Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'énergie, c'est par définition de la chaleur. Ça, c'est tout à fait correct. Et du coup, quand on parle d'énergie, on convertit cette énergie-là, on peut la convertir en chaleur. Et quand on la convertit en chaleur, ça fait des chaleurs énormes. Ça fait plusieurs fois la chaleur au centre du Soleil. Mais du coup, les gens se disent, mais vu qu'on produit autant d'énergie ou de chaleur à ce point-là, tout autour va fondre. Heureusement, non, parce que notre détecteur, on a besoin qu'il fonctionne pendant 20 ou 25 ans. En fait, c'est tellement un point ponctuel. La taille de nos particules est vraiment extrêmement réduite. C'est vraiment quelque chose de ponctuel. Ils sont à nouveau dans l'ascenseur. Ils nous font coucou. Ils sont en train de remonter. C'est cool, on va pouvoir les retrouver ici. Donc en fait, l'énergie est vraiment à un point tellement ponctuel que déjà à 1 mm, vous êtes revenu à l'énergie de la pièce. Et 1 mm, c'est déjà large en fait. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de risque que la matière fonde ni quoi que ce soit. En plus, dans le tube à vide que vous avez pu voir en bas, on est sous un vide poussé. On est plus vide que le vide de l'univers. Donc en fait, les choses vont rester confinées à cet endroit-là et sans aucun problème de chaleur. Et enfin, une autre question de Vanessa. Qui demande quelles sont les applications des recherches dans le domaine médical. Alors dans le domaine médical, le détecteur CMS a une particularité. Jérémy vous a dit que le détecteur était fait de sous-détecteurs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et l'un de ces sous-détecteurs, c'est ce qu'on appelle le calorimètre électromagnétique. Le calorimètre électromagnétique, quand on parle de calorimètre, c'est un détecteur qui va arrêter les particules. Et là, il va arrêter les particules électromagnétiques que sont les électrons et les photons. Les électrons, c'est ce qui tourne autour de l'atome et les photons, c'est les particules de lumière. Pour faire ce détecteur, en fait, on a eu des contraintes très fortes au moment du design du détecteur et on a été obligé de développer un cristal, qu'on a dit un cristal de tungstate de plomb. Alors, je vous parle de cristal et en même temps, vous entendez plomb à la fin. Donc, effectivement, c'est quelque chose de complètement transparent qui est du coup extrêmement dense. Donc, en fait, un cristal qui fait à peu près 27 cm de long pèse 1 kg. Le diamètre, c'est la surface, c'est 2 cm sur 2 cm sur 27. Et ça, donc, il est très, très dense. Au départ, quand on a eu ces détecteurs-là qui étaient faits pour nous, pour CMS, l'industrie était un peu pas tout à fait enclin à les produire parce que ça demandait beaucoup de changements dans leur technologie. Puis au final, ils se sont aperçus que ces cristaux étaient très très intéressants dans le service médical pour faire des détecteurs quand on fait de la radiothérapie. En fait, ils se sont aperçus qu'avec des cristaux comme ça, ils pourraient réduire la taille des détecteurs qui sont utilisés dans les hôpitaux en radiothérapie pour pouvoir viser correctement là où la radiothérapie doit se produire et être le plus précis possible. Donc en fait, il y a eu cette reconversion technologique, j'ai envie de dire, entre nous, ce que nous avions besoin ici et ce qui est finalement utilisé dans les hôpitaux pour faire des détecteurs de radiothérapie. Du coup, on va voir si donc ils sont remontés, ils sont sortis, ils sont en train de passer ici. Et ben, je pense qu'on va pouvoir aller les retrouver. Et puis donc, on va se déplacer dans la salle de contrôle pour aller jusqu'à la porte où on devrait les voir arriver. Ah, mais les voilà. Cette synchronisation, c'était parfait. Tout le monde est là, hein. Voilà, rassurez-vous, tout le monde est là. Je vais te donner mon micro. Voilà, super. Bon, on va passer au quiz, hein, tant attendu. Ça se passe bien chez vous, ouais, ça va. Il y a des petits pouces bleus, c'est bon.
Ok, alors on va passer au quiz. Bah là, je trouve que c'est pas mal derrière ces petites photos. Donc c'est un quiz bien sûr de rapidité, hein, le premier ou la première à répondre à la bonne question. Il y a 3 questions, va gagner un abonnement à Carnet de Sciences, la revue du CNRS. Donc première question, 3 choix. Qu'est-ce qu'on a découvert ici au CERN? Qu'est-ce qu'on a inventé? Alors réponse 1, la téléportation. 2, le téléphone portable. Ou 3, le web. Réponse 1, téléportation. 2, le téléphone portable. Ou 3, le web. Voilà, est-ce qu'on a déjà des réponses, François? Peut-être qu'on va se décaler pour... Est-ce que François, on a des réponses? Essaye d'avoir un gagnant. Donc, je répète les 3 questions. Soit la deuxième question. Donc, très bien, des réponses. Est-ce qu'on a un gagnant? Est-ce que je peux annoncer à l'antenne? Donc nous avons des gagnants. Nous avons un gagnant. C'est déjà. On va passer à la deuxième question. Deuxième question. Donc CMS. Le C de CMS. Est-ce que ça veut dire compact? C'est ce moment que je ne sais plus. Compact, collider ou circular? Compact, collider ou circular? Le C de CMS. Est-ce que nous avons des bonnes réponses, François? Très bien, très bien. Les bonnes réponses sont là, bravo. Et troisième question, tout n'est pas perdu pour vous. Troisième question, donc la caverne expérimentale, où on est descendu tout à l'heure, hein, on a failli y rester, vous avez vu le bazar pour remonter, pour y aller, scan rétinien, etc. On est revenu. À quelle profondeur est la caverne? C'est à 60 mètres sous terre, à 90 mètres sous terre ou à 150 mètres sous terre? 60 mètres, 90 mètres ou 150 mètres sous terre? Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'on a dit? Je crois qu'on l'a dit. Des bonnes réponses, super. Bien, bravo aux gagnantes et gagnants. Bon, bah c'est super. J'espère que on va aller retrouver nos intervenants pour les remercier, hein. J'espère que ce live vous a plu ici au CERN, hein. On remercie d'avance tous les intervenants, le Huffington Post pour le partage, le CERN bien évidemment pour l'accueil, l'équipe CMS. Voilà, ils sont là, on les remercie, Ludivine, Jérémy et Stéphanie, ainsi que toute l'équipe technique, Léa, Lisa et François, et Julie aussi, voilà, qu'on remercie, voilà. On vous remercie toutes et tous pour ce live, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez continuer à le partager, à le revoir en différé, il sera sur la page Facebook du CNRS. Tous les mois on fait un live et on essaie de vous proposer une expérience super. Pardon? Merci, oui je l'ai dit au Huffington Post, hein, pour le partage. Le CERN, je l'ai dit, j'ai tout dit Léa, c'est bon. Voilà, on vous remercie, on vous dit à bientôt pour un nouveau live depuis les endroits insolites de science. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.